Bonjour à chacun. Donc après avoir corrigé une petite partie de l'épreuve Minpon 2017 MP, la partie sur la falaise de potentiel, la partie 3, qui n'était d'ailleurs spécifique qu'à la filière MP, j'ai finalement décidé de corriger les parties communes aux filières PC, MP et PSI de cette épreuve physique 1 Minpon 2017 sur les mêmes restores. Donc je vais faire ça en plusieurs vidéos, corriger la partie 1 en 2 vidéos, donc la partie sur les mêmes restores, donc les généralités, et ensuite une deuxième vidéo sur l'histoire de la conductivité, qui ressemble d'ailleurs fortement à une vidéo que j'ai déjà mis en ligne, qui était le corrigé d'une épreuve E3A 2005 sur la conductivité dans les métaux, avec la conductivité complexe, c'était la même chose mais présentée de façon un peu différente. Je reprécise aussi que pour les PC, tout ce qui est écoulement de Poiseuille, résistance hydraulique, là aussi j'avais déjà publié une vidéo, c'est pratiquement du cours, donc je ne referai pas de vidéo pour cette partie-là, elle est déjà en ligne depuis plus de 3 mois sur l'écoulement de Poiseuille, la loi de Poiseuille, etc. Donc on y va directement donc sur cette partie 1 commune à l'option PC, MP, PSI. Alors comme d'habitude, je ne recopie pas, je ne relis pas les premières questions. Donc il y aura le lien vers l'énoncé quand le concours Minpon le mettra en ligne, puisque là c'était l'épreuve qui a été donnée hier. Donc certainement il n'y a pas encore l'énoncé en ligne, mais il y sera très bientôt. Alors on nous explique que en fait pour des différents dipôles classiques RLC, il existe des relations entre tension, charge, intensité, flux propre à travers le circuit, et que les mêmes restores, donc c'est une catégorie de dipôles qu'on va repérer en convention récepteur et qui nous donne un lien direct entre le flux à travers le circuit et la charge. Donc la charge, c'est la charge par unité, la charge qui va traverser donc le dipôle. Alors question 1, donc c'était des questions très classiques, on est en convention récepteur, disait le texte. Il fallait rappeler des relations de proportionnalité entre U, Q, I, Phi, etc. Donc pour une résistance en convention récepteur, donc U égale RI. Pour une capacité en convention récepteur, donc on va mettre Q du côté de l'intensité I. Q égale C fois U. Et donc I qui vaut dQ sur dt vaut C du sur dt. Et puis pour l'auto-inductance, donc on a en convention récepteur U est égal à L di sur dt. Question petit 2, rappelez la relation fondamentale liant QI et T. Alors je ne sais pas si c'était dans cet ordre-là qu'il fallait la donner. On a déjà donné I égale dQ sur dt. Donc on peut la rappeler ou écrire que Q, donc c'est l'intégrale de I de T dt. Voilà, je ne mets pas de borne, hein. On pourrait mettre des bornes, mais on peut laisser comme ça aussi. Et à partir d'une équation de Maxwell, justifier que U est égal à dφ sur dt. Et oui, parce que phi, le flux propre, c'est Li, c'est la définition de l'auto-inductance. Donc là, il fallait partir de l'équation de Maxwell-Faraday, donc à travers un circuit fermé. Donc l'équation de Maxwell-Faraday, hein, qui est la relation fondamentale à la base de toute l'induction, donc rotationnelle de E, est égale à moins dB sur dt. Et donc la force électromotrice induite, donc orientée dans le même sens que le courant induit, hein, ça je rappelle c'est les conventions importantes de l'induction, c'est donc moins dφ sur dt, donc c'est ce qu'il fallait redémontrer. Donc la définition c'est que cette force électromotrice ça va être la circulation sur le circuit fermé orienté du champ électrique. D'après la formule de Stokes qui était donnée à la fin du cours, c'est le flux à travers la surface qui s'appuie, une surface qui s'appuie sur le contour et dont l'orientation est induite par le sens de parcours sur le contour du rotationnel de EDS. Or, rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. On peut permuter la dérivée et l'intégrale, donc ça fait moins d sur dt
Donc on récupère le flux du champ électrique. Et comme on est en convention générateur, E est dans le même sens que I, si on se met en convention récepteur, donc U est égal à moins E, et donc va aller plus, on récupère le signe plus, dφ sur dt. Donc c'était Maxwell Faraday, bien entendu. Alors question 3, donc il fallait écrire les petites relations qui étaient numérotées. Alors sous la forme dx égale y dz, donc une relation reliant q et u et i et phi. Et puis il y avait des relations transversales aussi. Donc une relation entre i et q, une relation entre phi et u. Alors oui, donc il fallait donner ces 4 relations. C'était la question 3. Donc première relation, la relation entre Q et U sous une forme différentielle. Donc on l'a ici avec le condensateur. Donc dQ est égal à C du. Relation 2, c'était entre U et I. U égale RI. Donc DU est égal à R DI. Donc il fallait les numéroter. Relation 3 entre le flux et l'intensité. Donc phi égale Li, donc dφ est égal à L di. C'était la relation 3. Relation 4, relation entre U et I. Donc dQ est égal à I dt. Et relation 5 entre U et dφ. Bon, celle-là, elle était même dans le texte à la question 2. Hein, donc c'était dφ est égal à U dt. Voilà. Alors on nous explique une nouvelle catégorie de dipôles, donc appelés les memristors. Bon, j'ai découvert ce memristor en même temps que vous, là. On va comprendre un petit peu plus tard pourquoi on l'appelle comme ça. C'est une question de mémoire. Hein. On va voir ça à la question 9. Avant la question 9, on ne comprend pas trop pourquoi on l'appelle comme ça. Bon, alors on nous dit qu'on prédit l'existence d'une relation pour compléter un peu toutes ces relations entre U, Q, phi et I. C'est un petit peu théorique. Donc une relation qui relierait le flux, donc un dipôle qui serait caractérisé par un coefficient m. Donc dφ est égal à m qui dépend de Q fois dQ. Où m de Q, c'est la memristance. Alors, quelle unité fréquemment en électricité est aussi celle de la memristance? Bon, déjà rien que le nom, ça nous fait penser à résistance. Alors, par analyse dimensionnelle, si on dérive par rapport au temps, cette relation-là, ça c'est homogène à une tension, puisqu'on a vu que tout à l'heure, U est égal à dφ sur dt. Donc ça c'est dQ sur dt, c'est un courant. Donc ça c'est homogène à une tension, ça c'est homogène à un courant. Donc on voit que du coup, forcément, la dimension de M, c'est une résistance. Donc, bon, je rédige pas au tableau, il faudrait peut-être écrire une petite équation aux dimensions. Hein. Donc on justifiera précisément la réponse. Donc il fallait expliquer tout ça, écrire une petite équation aux dimensions. Petit 5, on associe deux memristors de même résistance M1, M2 en série. Donc en série, on sait que ça veut dire que les deux sont parcourus par la même intensité. Alors déjà qu'on voit que donc M1, M2 c'est homogène à une résistance, on se doute qu'en série, probablement les memristors vont s'additionner. Donc on va s'inspirer de la démonstration, de l'addition des résistances en série, puisque par définition, donc U1, U2, on a vu tout à l'heure, c'était dφ sur dt. Donc U1 est égal à dφ1 sur dt, mais dφ1 sur dt, c'est M1 fois I, hein, dQ sur dt, I1, mais l'intensité est commune aux deux. Alors, il suffisait de l'écrire. U2 en convention récepteur, donc c'était M de I. Et donc, tout ça doit être équivalent à une seule memristance. Donc, ça veut dire qu'avec la même intensité I et la même tension U totale, on aura un M équivalent ou un M tout court.
Et donc on voit que comme U c'est U1 plus U2, ça fait bien M1 plus M2 fois I. Et donc la même résistance équivalente à des mêmes résistances en série, c'est la somme des mêmes résistances. Alors, 6, alors après c'était en parallèle, c'était toujours dans la question 5. Donc là, voilà, on se doute en parallèle, ce qui s'additionne, c'est les inverses des résistances, les conductances. Donc là, on se doute aussi que c'est ce qui va se passer. Et donc là, ce qui va s'additionner, c'est plus les tensions, mais ce sont les courants. Donc en parallèle, on a une tension qui est commune. U1 égale U2 est égal à U. Donc est égal à dφ 1 sur dt est égal à dφ 2 sur dt. Et donc on va écrire que tout ça doit être équivalent à une même résistance équivalente avec la même intensité I et la même tension U commune à tout ça. Et donc on va se baser sur la loi des nœuds, forcément. I égale I1 plus I2. I1, donc c'est dφ1 sur dt divisé par M1. Donc ça va faire 1 sur M1 plus 1 sur M2 dφ sur dt puisque la tension était commune. Et donc on voit que ça s'écrit comme 1 sur M fois dφ sur dt. Donc 1 sur M égale la somme sur I des 1 sur MI. Donc en parallèle, ce sont les inverses qui s'additionnent. Là aussi, il suffisait de l'écrire. Alors, on continue cette correction. Donc, on nous explique qu'on va prendre une caractéristique phi de Q égale à alpha Q plus bêta sur 3 Q cube. On impose dans le même résisteur une intensité I de t égale I0 sinus oméga t pour t positif. Et on suppose que pour t négatif, I égale 0. Enfin, on considère la date t égale 0 qu'on a Q égale 0. Déterminer l'expression de Q de t et tracer sur un même graphique les courbes représentatives de I de t et de Q de t. Alors, le lien qui relie l'intensité et le courant, eh bien, l'intensité, c'est toujours donc la charge par unité de temps qui va traverser une section du dipôle. Donc, nous, on connaissait la fonction courant. Le texte dit que c'était I0 sinus oméga t. Donc, il faut intégrer ça. Donc, Q de t, intégrale de I de t dt. Donc, ça va faire moins I0 sur oméga cosinus oméga t plus constante. Alors, à t égale 0, on avait Q égale 0. Donc, on aura I0 sur oméga, facteur de 1, moins cosinus oméga t. Et donc, il fallait tracer cette courbe-là sur un même graphique I de t et Q de t. Donc, cette courbe-là, c'est 1 moins cosinus. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est Q de t. Donc, là, on a la période de pi sur oméga. Et donc là, on a 2I0 sur oméga. Et donc là, on a une demi-période. Donc ça, c'est Q de t. Alors, I de t, donc c'était la dérivée de ça. Donc I0 sinus oméga t. Donc le sinus, lui, faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, I de t. Donc, avec l'amplitude I0 et moins I0. Donc, on est bien en quadrature. Quand le cosinus passe ici par un minimum égal à moins 1, eh bien, le sinus va s'annuler.
Alors, petit 7, on donne sur la figure 3 la courbe représentative de phi de t. Reproduire cette courbe en y ajoutant sans calcul l'allure de la courbe représentative de u de t. Alors je cherche un petit peu le lien entre ces deux questions. Donc on voit que phi de t, ça ressemble furieusement. Alors visiblement, on ne veut pas qu'on écrive de forme analytique, hein, mais ça ressemble furieusement à q de t. Alors est-ce qu'il y aurait le même lien entre phi et u qu'entre q et i? On a donc u est égal à dφ sur dt, de la même manière qu'on avait i égale dq sur dt. Donc on peut imaginer sans calcul que l'allure est la même, ça doit être un sinus pour u de t. Alors je dois avouer que cette question 7 me laisse un petit peu perplexe à cause de la forme donnée par l'énoncé du flux. En effet, on a vu que le dipôle, d'après l'énoncé, était d'un dipôle non linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une relation non linéaire à cause du cube ici, entre la charge et le flux. Et ce que j'ai un petit peu du mal à comprendre, c'est la forme de phi, parce que si la charge est sinusoïdale, alors le flux ne peut pas avoir le même spectre. Donc, en tout cas, quand on regarde la forme du flux ici, on a vraiment l'impression qu'il est de la forme phi égale phi 0 facteur de 1 moins cos oméga t. Et donc, pour en déduire la tension telle que ça nous est demandé, sans calcul, eh bien, on aurait un truc de la forme oméga phi 0 sinus oméga t. Donc, une sinusoïde ici dessinée en violet. Mais ça, c'est un petit peu contradictoire avec le fait que le dipôle soit non linéaire. Je vois un peu deux réponses. Parce que là, en fait, quand on fait ça, on ne s'est pas servi de la relation phi de q. Or, visiblement, on se doute bien qu'on doit s'en servir. Et c'est là que je vois un petit peu une contradiction. Bon, je corrige ça à chaud. Donc, une autre manière de répondre à cette question, ce serait de passer par la dérivée des fonctions composées. C'est-à-dire de faire dφ sur dq. Je pense que c'est plutôt ça l'esprit de l'énoncé, fois dq sur dt, c'est-à-dire l'intensité i, et dφ sur dq, c'est donc alpha plus bêta q carré, donc multiplié par i de t. Alors là, on comprend peut-être mieux pourquoi on nous a dit que alpha et bêta étaient deux constantes positives, parce qu'en fait, on voit que u va être du signe de i. Alors, est-ce que l'énoncé voulait dire simplement qu'on reportait la forme de q de t? Je ne sais pas. En tout cas, bon, ce qu'on voit, c'est que, soyons simples, hein, le jour du concours, tu ne peux pas t'apesantir trop longtemps ou perdre trop de temps si tu détectes quelque chose comme ça ou si ça te laisse un peu perplexe comme moi, ça me laisse perplexe. En tout cas, on voit que u de t donc, est proportionnel. Donc, alpha étant possible, c'est alpha i. I, c'était i0 sinus oméga t. Donc, le fondamental de ce signal, ça va être un signal à la fréquence oméga. Après, il y a du q carré. Hein, donc si on linéarise, on a q carré. Donc si on élève tout ça au carré, il y aura une constante. Et puis il y aura un terme aussi en cos carré oméga t. Donc là, en linéarisant, ça fera apparaître du cos 2 oméga t. Donc on voit que le spectre de U est plus complexe que le spectre. Ce n'est pas simplement un signal sinusoïdal comme on pourrait le croire ici. Mais en tout cas, c'est un signal de même fréquence et qui, surtout, ce qui est important, c'est que U est du même signe que I. Et ça nous est un peu conforté avec la caractéristique de la page 2, hein, où on voit cette caractéristique, on voit bien qu'en courbe paramétrée, I et U sont de même signe. Alors, dessiner dans ces circonstances U de t, on voit que donc, ça va être du même signe que I de t. Et donc, i de t, il était positif entre 0 et t sur 2. Donc, plus que phi de t, c'est presque i de t que j'aurais envie de recopier. Il est de même signe, mais il est plus complexe que i de t. Alors, quelle est sa forme? J'en sais rien. C'est une superposition, hein, de plusieurs fonctions, avec une valeur moyenne égale à 0 d'ailleurs, hein, puisqu'on a alpha i de t. Donc voilà, difficile à dessiner. Pourquoi pas quelque chose comme ça. Voilà, t sur 2, u de t
en fonction du temps. Alors, 8. En analysant la courbe U de I du même restore, donc cette courbe paramétrée qui était donnée par l'énoncé. Donc, alors là, oui aussi, pourquoi encore une confirmation que cette première approche dφ sur dt en posant phi est fausse? Parce que à ce moment-là, on aurait U sur I qui serait une constante. Donc à ce moment-là, en courbe paramétrée, on aurait une droite de pente positive, ce qui n'est visiblement pas le cas, puisqu'on a ce qu'on appelle un cycle à hystérésis. Donc on a une forme comme ça. Hein, et donc, la courbe est décrite. Alors ici, on a Imax. Là, on a moins Imax. Donc on peut déjà identifier même sur la courbe en temps les instants pour lesquels on se trouve. Donc en ce maximum, on est là. Et en moins Imax, on est ici. De quoi dépend la résistance du même restore? Donc il faudrait définir la résistance du même restore. Donc on peut dire que si on prend un point sur la caractéristique, hein, donc on peut lire la tension U et l'intensité I qui traversent le même restore. On a un point de fonctionnement. Et donc si on définit R est égal à U sur I, c'est la pente de cette droite. Donc on voit qu'effectivement la pente de cette droite dépend du point de fonctionnement. Expliquer la possibilité d'utiliser le même ressort pour mémoriser une information. Donc on a un cycle à hystérésis, hein, c'est-à-dire le fait que ce cycle est une épaisseur. Donc en gros, cela veut dire quoi? Donc hystérésis en grec, ça veut dire mémoire. Donc en tout cas pour les PSI, ils ont étudié des circuits comme les triggers de Schmitt, hein, des comparateurs à hystérésis, où ils ont étudié aussi les matériaux ferromagnétiques avec le cycle à hystérésis. J'ai des étudiantes en TIPE qui ont étudié les alliages à mémoire de forme avec les phases martensite, austénite. Donc là aussi, ce sont des matériaux qui gardent en mémoire leur état antérieur. Et donc c'est le cas ici, puisqu'on voit par exemple que pour une même tension U, on a deux valeurs de l'intensité I qui sont possibles, et les valeurs du point de fonctionnement vont dépendre de l'état antérieur du système. Donc c'est ça l'effet mémoire, et donc la capacité de mémoriser une information. Alors question 10, je crois que j'ai peut-être oublié la question 8. On nous parlait donc de deux régimes de fonctionnement, l'un dans lequel il laisse passer le courant et l'autre dans lequel ce n'est pas le cas. Alors on peut peut-être un peu caricaturer cette caractéristique, hein, en distinguant peut-être voilà, deux parties comme ça, si je caricature. Voilà, un peu comme ça. Donc une pente faible ici sur cette partie-là, donc une résistance faible, et une pente élevée sur cette partie-là, donc une résistance élevée. Donc question 10, Léon Choua qualifia le même restore de mémoire permanente. Quel élément sur le graphique de la figure 4 permet de dire que le même restore est une telle mémoire? Alors j'ai pensé à la périodicité, hein, puisqu'on revient périodiquement dans ce cycle à hystérésis par les mêmes états. Donc c'est cette périodicité de la caractéristique qui permet certainement de dire qu'on conserve, en fait qu'on peut parler de mémoire permanente du même restore. Donc voilà pour cette partie A. On va tout de suite enchaîner avec une deuxième vidéo qui va nous parler de la conductivité et qui était très très proche donc de cette épreuve E3A que j'ai corrigée et que j'avais d'ailleurs donnée en dernier DS de l'année, cette épreuve E3A qui nous parle de la conductivité complexe d'un métal. Donc on se retrouve tout de suite.